bonjour, merci à Marie-Elisabeth, merci aux organisateurs. Toujours ravi de revenir ici où les échanges sont souvent passionnants. Moi qui lis François Julien depuis quelques années, je vois qu'il fonctionne aussi dans l'écart, aussi dans l'entre-deux, aussi dans le détachement. Là, je vais parler d'attachement. Mais bon, j'ai bien compris que la coïncidence, quand elle est parfaite, finalement, c'est la mort, et la décoïncidence, c'est la possibilité d'une vie. Alors, on va voir ce qu'il en est, puisque je parle de l'attachement pour reprendre une phrase de John Bowlby, fondateur des théories de l'attachement, du berceau jusqu'à la tombe. Alors effectivement, l'attachement, c'est un beau mot d'ailleurs en soi. On pourrait dire qu'il est en même temps un peu bivalent, puisque d'une certaine façon, à la fois s'attacher à quelque chose de beau, puis en même temps, on peut se dire qu'on est ligoté. Et d'ailleurs, on peut reprendre cette phrase que j'avais empruntée à un humoriste, quand on est enfant, on n'a pas de main, on a des menottes. Alors du coup, on est très attaché à ses parents. Alors le fondateur, bien sûr, je l'ai déjà cité, c'est John Bowlby, qui était psychanalyste anglais, il était même président de la Société psychanalytique internationale, et on le voit ici avec ses trois muses, Darwin, et d'ailleurs la théorie attachementiste est quand même une théorie évolutionniste, très darwinienne, un autre barbu, Freud, bien sûr, et puis l'éthologue célèbre, prix Nobel, Konrad Lorenz, avec sa notion d'empreinte sur laquelle, bien sûr, nous allons revenir. Alors tout d'abord, ce qui est quand même assez étonnant, c'est de voir comment l'attachement a été, je dirais d'abord, très très mal perçu par la communauté psychanalytique au début, puisqu'on a dit, oui, mais l'attachement, oui, bon, ben d'accord, c'est juste un truc de bon sens, mais ça n'apporte rien de bien particulier. Il est vrai que les psychanalystes, on pourrait dire, globalement, s'intéressent à ce qui est en creux, ce qui va fabriquer du psychisme. Alors qu'on pourrait dire que du côté de l'attachement, c'est précisément ce qui nous intéresse, c'est du côté du relief, ce qui apparaît en relief. Et du coup, je m'étais dit, finalement, on pourrait dire que la métapsychologie de l'absence, c'est la psychodynamie, et l'attachement, c'est la métapsychologie de la présence. Alors je crois qu'on cite toujours John Bowlby dans toutes les études, dans toutes les présentations. On oublie quand même un grand psychanalyste hongrois qui est Imre Hermann, qui est le premier à avoir décrit à la fois la pulsion d'agrippement et la pulsion de recherche. Donc on va retrouver ça aussi chez John Bowlby. Donc finalement au départ, ce qui est, contrairement à ce que je viens de dénoncer un peu en disant finalement ce qui est intéressant dans l'attachement, c'est ce qui fait relief, c'est-à-dire la présence, le retour de la mère par exemple, eh bien en fait c'est la séparation qui est au cœur de l'élaboration de la théorie de l'attachement qui porte sur effectivement ce premier lien social. Insistons sur le fait que c'était une théorie de la relation interpersonnelle et pas une théorie globale du fonctionnement psychique. Que par ailleurs, on le voit à travers les trois livres que j'ai pris comme ça, il y en a bien d'autres de John Bowlby, mais regardez quand même, attachement, séparation et perte. Le premier ouvrage, l'attachement, deuxième, séparation, l'angoisse et la colère, et la perte, la tristesse et la dépression. Et ça, on le doit aussi à un précurseur des théories de l'attachement, qui est bien sûr René Spitz, et on sait que quand il y a un trouble de l'attachement, eh bien, on a, par exemple, cette image de cet enfant dont on peut présupposer qu'il a été maltraité, si ce n'est abandonné, et qui a un couple indissociable qui est stress et attachement, et que ça va donner, si on a des troubles de l'attachement, on aura par la suite effectivement des conduites addictives, car un enfant sans attachement n'a aucune chance de se développer. Comme le dit mon ami Boris Cyrulnik, il flotte, il erre, il n'a pas de valeur dans sa vie, ça ou autre chose, debout ou assis, mort ou vivant, aucune importance. Il est, pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages, comme un épouvantail. Et celui qui a donc été un peu à l'origine de ce travail-là, par ses qualités d'observation et de chercheur, eh bien, c'est René Spitz, dont on connaît tous l'ouvrage de la naissance à la parole, et où il insiste effectivement sur cette notion de séparation. Alors il y avait une condition expérimentale aux États-Unis assez incroyable, qui était que dans les prisons américaines, les femmes qui avaient soit donné naissance à un bébé dans la prison, soit qui avaient un tout petit bébé encore, mais qui était né avant l'entrée dans la prison, eh bien il avait été décidé par une procédure administrative qu'au bout de 6 mois, eh bien l'enfant serait séparé de la mère. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout une condition expérimentale inventée par René Spitz. Lui, il était simplement observateur de ce qui se passait. Et il a constaté la chose suivante. C'est que s'il y avait une bonne qualité d'attachement chez la mère, entre la mère et l'enfant,
jusqu'à 6 mois, au moment où on séparait l'enfant de la mère, eh bien, il y avait en général la fameuse dépression du 8e mois. Il y avait quelque chose d'une grande détresse qui apparaissait chez l'enfant. Et si, à l'inverse, la qualité de l'attachement n'était pas très très bonne, eh bien, curieusement, les conséquences étaient moins négatives pour l'enfant. Donc, dans ces principaux noms de l'attachement, et j'aurais bien évidemment pas le temps de tout développer, on l'a vu, John Bowlby, qui travaille beaucoup sur cette idée de séparation et l'observation émotionnelle, Mary Salter Ainsworth sur la sécurité avec cette fameuse situation étrange, dont je dirais un mot, mais très rapidement, parce qu'on n'a, encore une fois, pas le temps de développer, et puis le champ des représentations avec cette linguiste extraordinaire, Mary Main, qui va développer ce qu'on appelle l'Adult Attachment Interview, qui va permettre de mieux comprendre effectivement ce qui se passe au niveau des représentations. Alors c'est clair aussi qu'il y a dans les théories de l'attachement quelque chose qui touche à la relation, qui touche aussi à ce besoin de sécurité. Alors ça a été traduit par secure, quoique le terme anglais, si on était très rigoureux, secure, c'est pas vraiment sécurité, c'est la quiétude. On devrait presque parler de tranquillité par opposition à l'intranquillité de Fernando Pessoa. Théorie spatiale, près et loin. Moi, je dois dire que depuis que j'ai été formé aux théories de l'attachement et que j'ai pratiqué encore tout à fait récemment avec Boris Cyrulnik et Blaise Pierre-Imbert, eh bien, pour moi, ça a changé considérablement les conditions de travail, que ce soit en cabinet privé ou à l'hôpital, parce que cette dimension spatiale est tout à fait importante dans la construction d'un lieu d'écoute, justement. Donc, pour avoir effectivement un apaisement et ce sentiment sécure pour que l'enfant puisse encore rester dans cette recherche. Mais au début, eh bien, John Bowlby l'avait bien dit d'ailleurs, c'était au départ une fonction de protection contre les prédateurs. C'est toujours cette notion d'ailleurs qu'on va retrouver en éthologie de territoire. Et puis, on va s'apercevoir avec les années que finalement, ce qui est la grande puissance d'un attachement, je dirais, réussi, c'est-à-dire qu'il nous donne un style d'attachement sécure, c'est un puissant régulateur émotionnel. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et puis arrive le champ des mentalisations, ce qu'on appelle les internal working models, qu'on devrait traduire tout simplement par non pas modèles internes opérants, mais les modèles internes au travail, ceux qui travaillent en nous. Donc cette théorie de l'attachement, elle correspond donc à un besoin instinctif. On pourrait dire que c'est un besoin inné, qui va être modelé ensuite par l'environnement. On a tous, bien sûr, des déterminants génétiques, mais on n'est pas génétiquement déterminé. Alors, là, je cite mon ami Claude Beata, qui est psychiatre vétérinaire et qui vient d'ailleurs de fonder, avec Boris Cyrulnik, la Société de psychiatrie comparée pour voir justement tous ces liens qu'il y a de l'animal à l'homme. Et vous voyez, le titre est très intéressant, « Des origines animales de l'attachement aux amours humaines ». Alors la question qu'on peut se poser d'emblée, est-ce que finalement l'attachement c'est l'amour? Alors on dit souvent qu'on tombe amoureux et on se relève en s'attachant. Ça vous donne tout de suite l'idée à peu près. C'est-à-dire que je pense que le sentiment amoureux est quand même différent effectivement de l'attachement, qui est cette recherche, encore une fois, de sécurité. Alors vous allez écouter ce... J'ai fait tomber mon crayon. Le pionnier est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby. Il s'est inspiré des recherches sur les animaux et en particulier des découvertes de l'éthologue allemand Konrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte. Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mère naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. Inspiré par ces deux chercheurs, Bowlby élabore sa théorie de l'attachement. Selon cette théorie, l'enfant vient au monde avec des savoir-faire innés.
Il sait regarder, il sait sourire, et cela lui permet d'entrer en relation avec les autres, et donc de survivre. La mère, de son côté, est intuitivement en mesure d'être proche de son bébé. Ces échanges nourrissent l'attachement, qui est l'équivalent de l'empreinte chez l'animal. Alors c'est l'équivalent de l'empreinte, mais ce n'est pas tout à fait l'empreinte, parce que l'empreinte, chez l'animal, elle correspond à une période sensible, hein, qui peut aller, par exemple, chez le petit caneton, de la 10e heure à la 17e heure, avec un pic, alors que nous, c'est effectivement toute la vie. Alors John Bowlby a été, au début, je vous le disais, très critiqué, en particulier par Anna Freud, parce qu'Anna Freud lui avait dit, mais finalement, l'attachement tel que vous le décrivez, c'est la dépendance. Et je crois qu'un des messages forts de John Bowlby a été de dire que le lien n'implique pas un état de dépendance, mais au contraire, va constituer un facteur d'ouverture et de socialisation. Autrement dit, l'attachement, quand il est sécure, c'est un lien qui libère. Et là, vous avez mon ami Blaise Pierre-Imbert de Lausanne, qui est chercheur à Lausanne, qui a écrit ce bouquin que je vous recommande, qui s'appelle « Le premier lien », qu'on pourrait appeler aussi l'amour impératif, d'une certaine façon. Et alors, Harry Sarlo, puisque John Bowlby va se tourner un peu vers les éthologues, et en particulier vers Harry Sarlo, qui a eu quand même un titre de son bouquin un peu étonnant, voire un peu osé même, puisqu'il dit « The Nature of Love ». Quelle est la nature de l'amour? Alors, il va construire un dispositif avec les petits rhésus macaques qui est sur la photo. Alors, Harry Sarlo, c'est celui qui est au-dessus. Et donc, vous avez une maman fil de fer qui va être capable de nourrir l'enfant avec un biberon, puis une maman molleton, si vous voulez, qui a imprégné de l'odeur de la mère. Et effectivement, quand il y a, par exemple, l'arrivée d'un petit ours mécanique qui crée un stress, à ce moment-là, l'enfant va se réfugier immédiatement vers sa base de sécurité. Mais comme il est malin, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux, la base de sécurité et pouvoir se nourrir également. Et puis, à l'adolescence, on pourrait dire qu'on va se servir des autres, c'est-à-dire la communauté des pères pour se réconforter les uns les autres. Donc, après, ce que l'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut définir cet attachement? On peut dire au moins que c'est un lien de longue durée avec un partenaire non interchangeable, avec une recherche de proximité et le maintien de cette proximité. C'est ça qui va donner le lien effectif, et une séparation non intentionnelle qui va être cause de détresse. En fait, on aurait tous finalement, presque dès la naissance, une sorte de script primitif qui est que si j'ai de la détresse, je vais émettre un signal, ça peut être des pleurs, ça peut même être le rire, ça peut être une manifestation qui va m'amener dans la recherche volontaire avec l'autre, quelque chose qui va venir me sécuriser. Et je trouve que l'expression de l'attachement, on ne peut pas mieux la trouver que dans ce magnifique tableau de Palma Vecchio, qui était à Lucarno et qui est maintenant à Madrid, où vous voyez sur ce tableau ici, la maman qui tient son enfant et qui est en train de désigner ce personnage ici sur la droite du tableau, qui est tout simplement celui qui a commandé le tableau. Hein, c'est le mécène qui a commandé le tableau, ce n'est pas du tout une figure biblique, mais par contre, ce que vous voyez, c'est que la mère ouvre l'enfant à ce regard vers le monde extérieur. On pourrait dire qu'il représente, ce personnage, le monde extérieur. Et regardez le mouvement de l'enfant. C'est ça qui est intéressant. Il a un double mouvement. Le premier mouvement, c'est au niveau du bassin et de la partie inférieure du corps, la partie la plus fixe, il se colle vers sa mère. Vous voyez, il se recule. Et en même temps, la partie mobile plus haute, il s'ouvre vers le monde. Eh bien, c'est exactement ça, le modèle, on pourrait dire, de l'attachement. Donc, régulation émotionnelle, on l'a dit, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, on pourrait dire ici, vous voyez, ce bébé est comme avec sa maman, comme sur un porte-avions, il est prêt à décoller, il est avec sa base de sécurité, il va aller explorer le monde, il rencontre un petit hamster, un petit lapin, mais là, malheureusement, il a eu peur du petit lapin qui voulait peut-être le mordre, j'en sais rien, enfin bref, il a peur, il est dans la détresse, recherche de la proximité, il revient, il a le havre de sécurité que constitue sa mère. Pour être clair, hein, si on veut essayer de comprendre, on a tous une figure d'attachement préférentielle. On sait qu'en fait, maintenant, ce qui est le plus efficace, c'est l'attachement multiple, mais on a tous eu une figure d'attachement, j'allais dire presque exclusive. Si vous voulez comprendre ce que c'est, essayez d'imaginer pendant quelques secondes que vous venez d'apprendre une très très mauvaise nouvelle. Pas uniquement la taxe foncière, non, une très mauvaise nouvelle.
Et quand vous allez ressentir cette très mauvaise nouvelle en vous, eh bien, vous allez penser à quelqu'un à qui vous confiez. Et en général, c'est cette personne qui est du côté de la figure d'attachement, qui n'est peut-être même plus de ce monde aujourd'hui. À l'inverse, aujourd'hui, il fait relativement beau dans le Puy-de-Dôme, vous avez envie de vous balader plutôt que vous enfermer dans un amphi, ben vous allez penser à des personnes avec qui partager ce plaisir, et vous allez voir que ce n'est pas la même personne que la figure d'attachement. Moi, en tant que papa, j'ai fait cette erreur quand j'étais donc avec mes 3 filles, c'est qu'au début, je pensais qu'elles avaient une préférence pour leur mère. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, elles revenaient voir leur mère. En réalité, ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir avec précisément l'attachement et la recherche de sécurité. Donc, c'est un peu comme si on disait, là, on pourrait faire un peu le script d'après Marvin, c'est l'enfant qui dit « j'ai besoin que tu soutiennes mon exploration, que tu me surveilles, que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'accueilles quand je reviens vers toi, que tu me protèges, que tu me réconfortes ». On pourrait l'exprimer comme ça aussi, c'est-à-dire que quand il y a une bonne qualité d'attachement, eh bien, je peux aller explorer le monde. À l'inverse, s'il y a eu des difficultés, une sorte de combat, je dirais, entre le caregiver, le donneur de soins et l'enfant, eh bien, à ce moment-là, il y a un blocage, on pourrait dire, du côté de l'exploration. Et vous voyez qu'il y a différentes étapes dans la construction de la relation d'attachement. On pourrait dire qu'il y a un pré-attachement jusqu'à 2 mois, avec ces comportements signaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis après, l'attachement en train de se faire jusqu'à 7 mois, avec des personnes qui commencent à être de plus en plus différenciées. Et puis déjà, à partir de 7 mois, on a une relation sélective, non interchangeable. Après, la question, c'est est-ce que c'est monotropisme ou pas? Est-ce que, par exemple, une autre figure peut avoir un rôle aussi important? Et c'est après ce qu'on va appeler le partenariat corrigé quant au but ou partenariat ajusté. Et quand même, on ne peut pas ici parler d'attachement sans citer Donald Winnicott, qui nous a toujours rappelé qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas, mais un homme tout seul est un homme mort, hein, quelque part. C'est-à-dire que si je prenais, par exemple, l'image de ce fameux film, c'est Seul au monde, avec Tom Hanks comme acteur, après son échouage, ou plutôt sa plongée dans l'eau avec son avion, et il se retrouve sur une île déserte, eh bien, il va humaniser un ballon qu'il va appeler Wilson. On le voit un peu sur la droite. Et il va rester 2 ou 3 ans enfin, dans l'histoire. Et après, quand il repart, qu'il a réussi à faire son radeau, qu'il repart en mer, à un moment, il y a un coup de vent qui fait que le ballon s'en va. Et là, on voit l'acteur pleurer parce qu'il lui dit « Je suis désolé, Wilson ». Il avait humanisé ce ballon. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. Donc, on est obligé de créer cette dimension que nous rappelle Bachelard aussi, le moi s'éveille par la grâce d'un toit. Et Lévinas a été cité tout à l'heure, je n'ai pas le temps d'insister, mais on aurait pu aussi citer Martin Buber, le je et le tu. Peut-être on y reviendra dans la discussion. Alors, quand on est parent ou futur parent, on se pose tous la question, que va faire mon bébé en venant au monde? Va-t-il me reconnaître? Va-t-il m'aimer? Allons-nous être capables de l'aimer? Et là, je dois remercier Boris Cyrulnik de m'avoir permis de rencontrer Pierre Rousseau, Pierre Rousseau, c'est un obstétricien de la Louvière en Belgique, qui a fait un travail absolument extraordinaire. Il a fait, basé sur l'idée du neuroconstructivisme, on a, par rapport à des études japonaises, anglaises et italiennes, l'idée qu'on aurait tous comme ça une sorte d'image archétypique de l'être humain dans notre tête, mais de façon ultra rudimentaire, hein, 2 yeux, un nez, une bouche, peut-être des oreilles, mais c'est à peine sûr. Et en fait, Rousseau s'était demandé qu'est-ce que l'enfant cherche quand il arrive au monde. Et pour lui, la première chose qu'il recherche, c'est le regard. Alors qu'on disait que l'enfant était quasiment malvoyant quand il naissait, puisque à la limite son cristallin ne permet pas d'accommoder, que les bâtonnets ne sont pas encore en place, enfin, toutes les raisons qui pouvaient nous laisser penser que ce n'était pas du côté du regard, mais plus des choses connues comme effectivement l'olfaction, enfin, etc., qui allaient jouer un rôle très important, ou le pot à pot. Eh bien, il s'est aperçu, en fait, en filmant et en décomposant image par image sur 75 vidéos, que systématiquement, l'enfant ouvre les yeux, cherche effectivement le regard de l'autre. Et alors, il a fait une étude du stress par le cortisol salivaire, et il s'est aperçu que si l'enfant était orthogonalement positionné par rapport au visage de la mère, le stress ne diminuait pas. Dès l'instant où l'enfant peut reconnaître qu'il est bien arrivé sur la planète Terre, il est sur la bonne galaxie, la bonne planète, bon endroit, tiens, il y a un autre humain en face de moi, c'est bon, je suis bien là, je suis bien en place,
à ce moment-là, le cortisol salivaire, je dirais, diminue. D'ailleurs, voilà une petite vidéo. Donc il va le positionner de façon à ce qu'effectivement il y ait cette position en parallèle entre le visage de la mère et le visage de l'enfant. Il faut le mettre peau à peau. Respirez bien, c'est ça. En fait, ça dure vraiment 1 seconde, 2 secondes. Et là, qu'est-ce que dit la mère? Il me regarde. Il se passe quelque chose chez la mère. Là, on peut dire la féocytocine descend autour du berceau. Vous savez, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire, tout le monde est amoureux de tout le monde, le mari, la mère, l'enfant, enfin bon, ça. Les Américains ont même voulu faire des sprays d'ocytocine dans les supermarchés parce que l'ocytocine pousse à la consommation. Oui. Heureusement, la FDA interdit ça. Alors, voilà, la féocytocine, on la voit, elle arrive, ça imprègne le cerveau de la mère. Bon, passons juste pour dire ceci. Voilà, ce que dit par exemple une mère, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Mais à ce moment-là, c'est vrai que quand je l'ai reçu dans les bras, il avait les yeux comme ça qui me regardaient, mais je ne sentais pas vraiment quelque chose. Et c'est, à un moment donné, vous avez changé sa position, et alors là, nos regards se sont vraiment croisés, et j'ai senti une lueur comme ça qui animait ses yeux. Et je sais pas, c'est une expression qui a vraiment fait qu'il m'a séduit, tout à fait, quoi. J'ai vraiment rencontré mon bébé à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai profondément ressenti, l'expression de ses yeux, surtout une lueur comme ça. Et bon, ça a été un bonheur suprême. Parce que, bon, c'est vrai que Thibaut est le 4e, mais à chaque naissance, c'est à ce moment-là que, quand on les prend dans les bras et qu'on voit leur regard qui croise le vôtre, eh bien, on se sent alors maman à ce moment-là. Malgré le fait que pendant 9 mois, bon, ils sont là, on les appelle, on leur parle, et puis finalement, quand ils sont dans vos bras, ben c'est un plus. C'est quelque chose qui vient en plus et on se sent tout à fait maman à ce moment-là. Ah, moi, je trouve que c'est assez touchant ce témoignage parce que dans beaucoup de vidéos, donc dans les 75 interviews d'hommes et de femmes, donc de maman et de papa, on s'aperçoit que beaucoup de femmes disent il ou elle m'a séduit. Et il y a cette espèce de moment flash un peu presque très très particulier où il se passe quelque chose dans le lien, si vous voulez, mère-enfant. Et d'ailleurs, qui va continuer toute la vie. On sait très bien comment en consultation, parfois un regard va jouer son rôle. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les papas disent souvent, à ce moment-là, quand il m'a regardé, je me suis senti responsable. C'est-à-dire, je me suis senti papa. D'ailleurs, on peut se poser la question, mais alors quand la mère n'est pas disponible, un rôle pour le père. Oui, alors là, on pourrait, je peux paraphraser un peu Boris Cyrulnik qui dit que finalement les styles ne sont pas tout à fait les mêmes dans la fonction un peu attachementiste, puisqu'une maman, quand elle prend son bébé pour le langer, eh bien, elle commence par chanter, elle le bisouille, bon, enfin, c'est très câlinou tout ça. Hein. Et puis, quand elle a fini de le langer, elle le prend contre elle, et puis elle continue de l'embrasser, elle continue de lui parler, elle continue de chanter. Enfin, il y a quelque chose de très joyeux. Papa, c'est très différent. D'abord, c'est très sérieux, quoi. Faut pas rigoler avec ça. D'ailleurs, le bébé, il s'attend à ce que ça soit sérieux, donc on rigole pas, quoi. Hein. Donc, on fait la manœuvre, et puis après, il se passe 2 choses très caractéristiques chez les papas. Les deux événements, c'est le premier, c'est quand on a fini, on prend les petons de l'enfant et on fait du vélo. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le lancer de bébé. C'est-à-dire qu'on le lance en l'air, vous voyez. Alors là, on commence à rigoler. Parfois, il retombe et il rebondit. Ça s'appelle la résilience. Ne racontez pas ça à Cyrulnik, parce qu'après, je vais me faire embêter. Moi. Bon. Alors, celle qui a créé la situation étrange, là, alors ça a été dit strange situation, mais strange situation, on devrait dire la situation inconnue. Parce que simplement, dans le protocole qui dure 20 minutes environ, eh bien, on introduit un moment quelqu'un d'extérieur au couple mère-enfant. Et puis, on va, à partir de cette situation étrange, qui est quand même extraordinaire, parce que Mary Ellsworth poursuit son mari à travailler en Ouganda, elle a vraiment mis au point ça à Baltimore, sur quelques dizaines d'observations. Aujourd'hui, dans le monde, c'est des centaines de milliers de fois où cette situation étrange est reproduite, avec toujours à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire que, grosso modo, on a soit un style d'attachement qui est sécure, qui représente à peu près 2 tiers d'entre nous ici,
Soit il est insécure, il peut être évitant ou anxieux. On va dire les anxieux évitants ont tendance à minimiser leurs émotions et les anxieux résistants ont tendance à amplifier leurs émotions. Et puis on a un quatrième type aujourd'hui qu'on reconnaît dans l'attachement, c'est l'attachement désorganisé, parce qu'il y a du traumatisme, si j'ose dire, dans l'air. Alors bon, je passe sur ces diapos pour juste montrer qu'on a ces styles-là, que c'est assez facile d'ailleurs de faire le diagnostic. On a des questionnaires maintenant qu'on appelle CAMIR, qui permettent d'étudier très vite le style d'attachement tel qu'on pouvait l'avoir, que ce n'est pas une pathologie d'avoir un attachement insécure, puisque toute la vie, cet attachement peut être remanié. Ce n'est pas la même chose que quand on parle véritablement de troubles de l'attachement, ça c'est autre chose. Et vous voyez, dans la population, 65% de sécure, oui. 21 5 minutes. 5 minutes, d'accord, et d'ambivalent. Donc là, je passe pour poser la question, quelles que seraient les caractéristiques d'un parent sécurisant? Il est accessible, disponible, sensible. Alors sensible, c'est un qualificatif traduit, mais pas si évident que ça à traduire, répondant et prévisible pour aller vers, effectivement, j'ai raté le truc, vers l'autonomie, l'ouverture, la résilience et l'estime de soi, car la résilience est un chapitre de l'attachement, c'est-à-dire que si on a effectivement un attachement sécure, on a plus de chances de développer une résilience en cas de coup dur, en cas de traumatisme. Et ça pose aussi une question, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Effectivement, si j'ai eu un style d'attachement sécure, eh bien, j'aurai plus de chances d'aller développer, d'aller faire du lien pour effectivement venir résilier, si j'ose dire, une difficulté. En revanche, si je suis insécure ou désorganisé, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, la sensibilité de l'adulte et la sécurité de l'enfant, lorsque l'enfant émet une demande de nature émotionnelle et que l'adulte répond en procurant sécurité et protection, que les émotions de l'enfant sont validées par l'adulte, que l'enfant comprend que l'adulte comprend ses émotions, qu'il peut exprimer des demandes de nature émotionnelle, il existe à ce moment-là un monde interne avec une part d'obscurité, mais également une part partageable, et c'est ce qui va ouvrir vers l'empathie et l'ouverture au monde. Je passe là-dessus pour simplement dire que dans l'attachement tel qu'on le voit, enfant-parent, c'est le binding, et là, il y a aussi le lien de la mère ou du donneur de soins vers l'enfant, c'est ce qu'on appelle le bonding. Et on peut se poser la question en nous, quelle serait notre tendance naturellement à générer du soin pour un enfant? Regardez ces deux images. Voilà deux bébés, B1, B2. Naturellement, est-ce que vous iriez, on peut faire un petit sondage, vers lequel vous iriez préférentiellement donner du soin? C'est un travail qui a été fait par Wickler, qui est largement diffusé, que vous connaissez peut-être, qui répondrait spontanément B1, B2. Voilà, la plupart vont répondre B2. Alors d'abord, je félicite les B1. Pourquoi? Parce que ceux qui répondent B2, c'est pas un enfant, c'est un enfant amplifié, si j'ose dire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a augmenté le périmètre crânien. On l'a mis en ce qu'on appelle en juvénilité plus marquée. Et du coup, c'est ça qui nous donne ce déclencheur dit néoténique. Donc, je passe sur ces notions de sensibilité. Juste, je termine par ça pour dire que, en fonction de nos représentations, si j'ai été sécure, parent sécure, avec un bon attachement sécure, j'aurai plus de chances aussi à transmettre cette dimension sécure. C'est-à-dire que si, par exemple, la mère a une liberté des processus de pensée, elle va être sensible à toute la gamme d'émotions, et pour l'enfant, on aura des réponses adaptées et une sécurité. Si, par contre, il y a une hyperactivation du système attachement, pourquoi? Parce que la mère est accaparée par son passé, par une dépression, peu importe, elle n'est pas toujours disponible à l'écoute, et bien à ce moment-là, on va avoir une accentuation des manifestations de détresse chez l'enfant et une hyperactivation de son système d'attachement. À l'inverse, s'il y a une restriction des représentations et des affects chez la mère, eh bien à ce moment-là, il y a un manque d'empathie, il y a ce qu'on appelle une exclusion défensive de certaines informations, et là, il y aura des attitudes peu sécurisantes pour l'enfant, et donc, voilà, on se retrouve effectivement dans cette dynamique-là. Et quand on est dans la transmission liée à une désorganisation, c'est intéressant, parce que quand on voit un enfant qui est désorganisé, qui a parfois des gestes qu'on ne comprend pas, eh bien très souvent, on retrouve chez la mère un antécédent traumatique, avec une reviviscence de ces moments traumatisants, avec ce qu'on appelle des comportements effrayés, effrayants, où il y a une peur à ce moment-là de la figure de l'attachement. Voilà, je vais
essayer de juste... Bon, je vais passer là-dessus parce que c'est un ensemble de petites choses finalement qui revient aux mêmes choses. Je termine. Pour dire... voilà, attendez, je vais juste montrer ma petite diapo de conclusion, si vous m'autorisez. Pas eu le temps de parler de la mentalisation. Voilà. Je ne la retrouve pas. Simplement, donc, j'insiste sur le fait que dans cette dynamique de l'attachement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'importance effectivement de ce lien sécure qui va jouer tout au long de la vie, qu'aujourd'hui on privilégie beaucoup les attachements dits multiples, justement, qui vont nous donner et nous conforter dans cette sécurité, et que quand on est après dans le champ des consultations, eh bien le patient va s'attacher, je dirais, là où il a besoin, c'est-à-dire des choses qui correspondent à ses besoins. Ce qui compte pour nous, en tant que thérapeute, c'est cet engagement et cette implication suffisamment forte pour que le patient se sente effectivement, lui, dans cette tranquillité qui lui permet d'aller explorer son monde intérieur. Je ne crois pas qu'il faille opposer l'approche psychanalytique à l'approche attachmentiste. Elles sont, à mon avis, complémentaires. Il vaut mieux les apposer que les opposer. D'ailleurs, il y a tout un courant psychanalytique qu'on peut appeler post-Bowlby aujourd'hui et qui est très axé là-dessus, c'est-à-dire qui prend en compte la notion d'attachement. Et ce que disait Marie-Elisabeth, je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ces notions d'attachement et comment ça va fonctionner par la suite. Merci de votre attention. Merci à vous. Je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé, de vous dire un peu mon embarras. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui parlent de ces questions que vous amenez sur l'attachement, je pense que vous faites évidemment quelque chose de très intéressant qui est de ramener l'intérêt pour toute cette dimension. Là-dessus, évidemment, nous ne pouvons que vous suivre. Hein. Mais j'ai parfois... Je ne sais pas comment je dois me situer, mais j'ai l'impression que ça sert aussi à négliger ou à discriminer la question de ce que la présence de la mère, elle a la particularité chez l'être humain d'être déjà un pôle c'est déjà un pôle de la parole, sa présence. Donc je ne sais jamais si on amène l'attachement et tout ce qu'on veut comme ça, comme des traits de réel, pour venir s'opposer à ce que nous sommes d'abord pris dans la décoïncidence de ce que le langage nous impose, parce qu'il nous impose cette décoïncidence, ou bien si c'est un soutien dans lequel on peut entendre une série de choses, et là, d'accord. Mais c'est toujours difficile pour moi, et j'ai même envie de poser la question, vous posez clairement la question. Est-ce que ce que vous amenez là, vous allez me dire c'est complémentaire, oui, mais ça c'est un mot embêtant, complémentaire, parce qu'on est encore nulle part avec ce mot-là. Mais vous voyez, c'est la difficulté, c'est de méconnaître ou de profiter de tout ce que l'on repère dans le règne animal éthologique pour venir enlever la spécificité justement de ce qui apparaît chez l'humain, qui est d'emblée cette dialectique présence-absence, d'emblée de la décoïncidence. Alors, le propos de Marie-Elisabeth tout à l'heure, moi je ne suis pas opposé, si c'est pour entendre qu'il faut un travail chez l'autre maternel premier, pour faire entendre que le monde dans lequel ce nourrisson arrive, comme vous le montrez bien, ou comme l'a montré M. Rousseau, est un monde qui est déjà anticipé par d'autres qui s'y trouvent et qui savent comment faire avec ça. Donc, ils sont d'une certaine manière apaisés par le fait que si vous êtes dans une situation dramatique, si d'autres de la génération d'avant vous disent que écoute, t'affole pas, on connaît ça, ça va. Mais ça n'enlève rien au caractère profondément, qu'il me semble relié à ce que vous avez dit tout à l'heure, François Julien. Vous me direz si ça peut marcher ou pas, ou coïncider ou pas, j'en sais rien. Bon. Mais en tout cas, cette sorte d'anomalie extrêmement déterminante qui est le langage humain, qui change tout à fait la donne par rapport à tout ce que l'on sait de l'éthologie. Alors voilà, je voulais vous dire mon embarras avec ça. Je n'ai pas envie ni de vous dire, c'est pas la question, c'est vous pointer cette difficulté-là pour moi, qui est cruciale. Dans un colloque sur psychanalyse et médecine, il ne faut pas se tromper. La psychanalyse, c'est quand même
lacanienne sur tous ces références, c'est quand même l'importance de ce que le langage nous détermine. Alors, à partir de là, on peut amener plein de choses et des observations que vous amenez. Moi, je suis tout à fait intéressé à les entendre. Mais ça reste notre axe. Voilà, pour moi. Oui, bien sûr, moi aussi j'ai envie de prendre la parole, de dire tout le plaisir que j'ai à vous écouter, comme d'habitude, et de rappeler bien sûr qu'en tant qu'analyste, je raisonne évidemment comme Jean-Pierre. Toutefois, Jean-Pierre Lebrun, je ressens tout à fait ce que vous dites, puisque les notes que j'ai prises vont dans ce sens. Toutefois, il me semble que ce que nous avons entendu, bien sûr, vous avez attiré l'attention, mais ne m'a pas barré la route, si vous voulez, voyez. Et Dieu sait pourtant si je suis fidèle à ce que vient de dire Jean-Pierre Lebrun. D'abord, bien sûr, ce qui m'est venu à l'idée, c'est l'animal et l'animal humain, être de langage qui est infirme dès qu'ils viennent au monde. Ça, c'est sûr. Mais tout de suite après, vous avez parlé du sentiment. Est-ce que ce sentiment, c'est l'amour ? Là, vous m'avez ouvert la porte, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que quand vous avez parlé de l'amour, c'est la quête qui vient à l'esprit. Et c'est l'impossible de l'amour, et par sa différence, qui fait le lien, finalement. Il ne me semble pas que vous l'ayez éliminé, ça, si vous voulez. Voilà. D'autre part, faire la différence entre l'animal et l'animal humain, entre l'instinct et le désir, bien sûr, pour nous, c'est tout à fait fondamental. Mais il me semble quand même que vous ne l'avez pas éliminé. Pourquoi ? D'abord parce que vous nous avez donné des illustrations cliniques très puissantes. D'abord, Vecchio, cette mère qui, vue par les peintres de la Renaissance, montre cette relation intime entre le corps de la mère et le corps de l'enfant. Ce retrait de l'enfant, cette avancée de la mère qui fait que cet être de désir rencontre celui qu'elle a mis au monde, qui fait encore lien, mais qui en est déjà séparé. La rupture est devenue là source du lien, si vous voulez. Et enfin, ce qui m'a aussi touché, bien sûr, c'est la langue maternelle, comme Lacan l'écrit en un seul mot, si vous voulez. Cette langue maternelle, vous avez montré par une illustration très nette cette parole de femme qui est quand même fondamentale, et le geste de cette mère qui tient son enfant sur son corps. Et enfin, un dernier point, et je m'arrête parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, c'est cette solitude. Là aussi, vous êtes quand même, vous annoncez ce lien de sécurité, mais en même temps, vous êtes au cœur du mystère quand vous dites que dans la solitude n'est possible à supporter que si elle se partage. C'est-à-dire qu'au fond, être seul, déjà, le moi, l'être humain, celui qui vient au monde, il ne peut être soutenu par sa solitude que s'il est lui-même autre à lui-même. C'est ce que Lacan nous en prend pour les femmes, quand il dit « elle est autre à elle-même ». Elle est obligée d'en faire une autre qui soit différente pour que sa solitude soit partagée. Et dans le vivre ensemble, c'est ce que nous trouvons aussi. On ne peut vivre ensemble sa solitude que si on unit sa solitude à une autre solitude. Voilà, écoutez, je m'arrête là, mais enfin, je vous remercie. Et je remercie aussi Jean-Pierre d'avoir donné toutes ces références. Vous avez peut-être quelque chose à répondre ou non, je sais pas. Non, je trouve que votre remarque, Jean-Pierre Lebrun, est tout à fait pertinente. Et c'est souvent, d'ailleurs, dans les colloques où on parle d'attachement, où la question revient, pas très souvent d'ailleurs, peut-être pas assez, sur la notion de parole. Et puis, c'est ce que vous avez dit, on voit, M. Reboul, par rapport au tableau de Palma Vecchio, que je trouve absolument extraordinaire, qui résume finalement l'attachement, où à un moment, l'enfant, il vient maximaliser, si j'ose dire, le contact avec la mère, tout en s'ouvrant au monde. Il y a cette idée-là. Mais sauf que dans le tableau, la parole
n'est pas présente, quoi, bien évidemment. Il y a quelque chose au-delà de l'image. Il y a quelque chose au-delà de l'image, oui, Questionner absolument. encore, vous voulez dire? Oui, je voulais juste dire, le langage, en somme, c'est ce qui introduit la discontinuité dans la continuité du sensible et du réel. Et donc, dans ce moment de grande coupure, je pense que le pré-verbal, qui reste du verbal, évidemment, c'est une autre forme, mais pour moi, ça n'est pas antinomique, c'est vraiment une façon de commencer à engager cette venue dans le langage. Et par rapport à ce qu'on disait hier aussi en parlant de Robinson, c'est ce qui fait qu'il y a quand même humanité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, qui est tout à fait déjà emprunt par avance, parce que on sait qu'il y aura une façon de se relationner, et on le suppose, on le donne par avance. Et pour Robinson, son papa disait, c'est en pré-langage, on peut le voir comme on veut, mais il y a quand même bien, on voit un minimum, il y a ce qui fait l'humanité, qui fait qu'on ne va pas empêcher de le faire entrer dans le monde des humains quand même. Oui, mais il y a le texte célèbre de Winnicott sur l'enfant qui est d'abord vu dans le regard de la mère. Oui. Donc, Oui. c'est ce qu'on voit dans, ce que vous avez montré là. Oui, C'est bien tout à fait sûr. ça. Cette dimension du regard, elle est quand même extraordinaire. Quand il en parle aussi, il ne dénature pas le propos. Entre la vision et le regard de cette femme qui vient de nous parler, l'enfant, pour elle, c'est le regard lui-même. Et inversement, si vous voulez. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ce petit ouvrage de Winnicott, La capacité à être seul, est absolument fabuleux. Tout à fait. Et en tant qu'addictologue, je tiens à le dire, nous, on a fait des études avec des psychologues cliniciennes sur anorexie, boulimie, alcool, etc., où on s'aperçoit quand même que dans l'étude de recherche clinique, on a manifestement 90% d'attachement insécure chez ces gens-là, et ils ont une incapacité à être seuls. Ils ont une incapacité. Donc, ils vont réguler leurs émotions de façon instrumentale, par l'alcool, par un objet, par un comportement. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut raisonner en termes d'autonomie relationnelle. Bon, si je suis en relation, mais pas autonome, je risque la maltraitance. Si je suis autonome, mais pas en relation, je risque l'abandon. Et on est vraiment dans ce monde-là, c'est-à-dire oscillant entre la maltraitance et l'abandon. Je pense que c'est la relation, effectivement, liée à la parole, liée à une qualité de regard, etc., dans la relation thérapeutique, qui permet de remettre quelque chose qui donne un peu de tranquillité. Et c'est parce qu'il y a cette tranquillité qu'il y a un peu plus d'insight, qu'on peut aller un peu plus en profondeur. Sinon, on y va. Merci à vous. Je vous livre encore un embarras supplémentaire qui est le mien, c'est que vous voyez qu'à force d'avoir trop peu de temps, on est obligé de boycotter systématiquement les échanges post-exposés. Or, c'est dans ces échanges que nous percevons à la fois nos différences, aussi nos... Bon. Donc, c'est une leçon à tenir, s'il vous plaît, Marie-Elisabeth. Tenez-en compte pour la suite. Alors, parce que juste, je réponds, parce que pendant l'année dernière, si on a justement exigé les textes des gens à l'avance, et on les a eus, c'est parce que comme ça, on voyait le nombre de caractères qu'il y avait, et on savait si c'était possible ou pas. Et cette fois, effectivement, on n'a pas pu. Donc, il faut, je pense qu'on essaye de voir, peut-être, de faire que la oui, on va en discuter. un quart d'heure, voilà, soit une demi-heure. C'est important quand même.